600 wingfoilers se sont retrouvés cette semaine à Gruissan pour un 4e défi wing riche en enseignements, en courbatures et en émotions. Matos, para-wing, révélation, niveau de la flotte, chiffres marquants, personnalité, que retenir de cette édition historique? On en parle dans cette vidéo. Salut les copains et les copines, bienvenue sur la Water Sport Zone, mais surtout à Gruissan au défi wing qui vient de se terminer. Je le disais en intro, cet événement phare de wingfoil mondial a été riche en échanges, en émotions, mais aussi en enseignements sur cet événement qui tient autant de la compétition, du rassemblement que du laboratoire de notre jeune sport en pleine évolution. Là-dessus, il y a eu des surprises majeures et donc pas mal de choses à dire, j'y reviendrai donc plus tard. Alors après 3 jours de fête de wingfoil organisée de main de maître par l'équipe de Philippe Bru, voici ce que je retiens à chaud de cette 4e édition du défi wing de Gruissan. Pour commencer, avec près de 600 inscrits, 586 pour être exact, le défi wing confirme son succès et remonte le record du plus gros rassemblement de foil et de wing de la planète. De 13 à 78 ans, il y avait précisément 507 hommes et 79 femmes, dont 89 mineurs, qui ont donc séché l'école pour se déplacer un lundi, mardi et mercredi sans jour férié. Avouons que déjà rien que ça en fait c'est juste complètement incroyable. Qu'est-ce que ce serait si c'était le week-end? L'attraction de cet événement est donc énorme, à l'image de l'énergie qui s'en dégage. Cette année encore, les rassemblements au moment des briefings étaient tous poignants et l'état d'esprit général faisait plaisir à voir. Pour en remettre une couche, jamais le défi wing n'avait été aussi international, avec plus de 25 pays représentés sur la ligne de départ. Alors qu'on n'en est qu'à la 4e édition, c'est juste fou. Parmi ces inscrits, il y avait au moins 6 médailles olympiques avec les windsurfers Pierre Lecoq, Thomas Goyard, Nick Dempsey et Ellie Eldridge. Nous avons également eu la chance de partager ce moment avec une légende vivante de la course au large, en la personne de Charles Caudrelier, le skipper de l'ultime Gitana au palmarès long comme un jour sans tramontane. Évidemment, les meilleurs wingfoilers du monde avaient fait le déplacement. Mathis Guillot, Camille Manoviecki, Julien Ratotti, Francisco Capuzzo, Ale Tomassi, etc. Tous les meilleurs racers étaient là. Mais également Titouan Galéa, il y a un profil plus vague, freestyle, Alan Fedid, Bastien Escoffet qui est aussi très bon en racing, Axel Gérard, etc. Une preuve, s'il en fallait, que le défi est devenu un rendez-vous incontournable de la planète wingfoil. A noter également que Gruissan avait la joie d'accueillir Guillaume Collin et Nathan qui participaient au défi en surpassant leur handicap. Énorme respect à eux de se challenger là-dessus. Je pense que de nombreux riders tirant un peu la langue après tous ces kilomètres de ride ont perdu l'envie de se plaindre de leur douleur musculaire en les croisant sur l'eau. Vraiment, encore une fois, énorme respect à Nathan et Guillaume qui sont vraiment des personnages super inspirants pour nous. Avant de passer aux enseignements plus sportifs, techniques et matos, et pour finir de dresser le tableau, le succès de la partie exposition est aussi à souligner. L'ensemble des marques de matos du marché étaient représentées, sauf les marques de vente directe, et il y avait même des destinations telles que l'île de Bonaire, l'hôtel de Sorobonne. Il y avait aussi la Fédération Française de Voile ou l'application Waterspeed qui présentait leur activité sur Gruissan. Je voulais aussi passer un petit coup de chapeau à toute l'équipe de Sécu, SNSM, pompiers et toute l'équipe de Philippe Bru qui a géré ces 7 manches avec un savoir-faire unique au monde. Envoyer autant de personnes sur l'eau, sur des foils, dans la tramontane avec jusqu'à 30 nœuds de vent, c'est vraiment pas anodin et voilà, c'est géré à la perfection, personne n'a été perdu, il n'y a pas eu de problème. Et donc chapeau à toute l'équipe de Gruissan. Passons maintenant au sport, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec 7 manches et plus de 250 km de course en 3 jours, le nom de l'événement a encore une fois pris tout son sens et les physiques ont clairement souffert. Un des faits les plus marquants de l'événement a été la démonstration de Théo de Ramcourt avec son proto de para-wing fly surfer à caisson fermé qui a mis tout le monde d'accord sur la manche numéro 2, se payant même le luxe d'une avance plus que confortable sur le 2e. Même s'il a ensuite été retiré du classement, parce que pour l'organisation, accepter une telle para-wing sur le défi wing laissait la porte ouverte à l'utilisation de kite sur le défi wing, en poussant un peu le truc au bout. Et donc, bien qu'il ait été enlevé du classement, en fait, la performance de Théo a marqué les esprits. En effet, avec cette innovation, Théo a prouvé qu'il savait penser et innover en cassant les codes. Et c'est pour ça qu'il a reçu le prix de l'innovation du défi. Chapeau bas à lui, et nul doute que ce coup d'éclat va en inspirer d'autres et avoir un impact certain dans le futur. Cependant, voilà, sa voile, elle ne correspondait pas à ce qui définit une wing, c'est-à-dire une structure gonflable avec des poignées fixées sur la latte centrale.
La décision de l'extraire du classement, c'était une décision compliquée, mais globalement a été bien comprise par tout le monde. Et je voudrais aussi saluer l'état d'esprit de Théo Ramcourt qui a su comprendre et mettre de côté sa frustration. Donc quoi qu'il en soit, tout le monde l'avait quand même vu et je pense que les esprits ont été marqués par ce coup de maître. Et sans rien enlever à la perf de Théo, et pour remettre un petit peu les choses non pas dans le contexte mais dans la photo générale, il faut quand même noter que malgré les apparences, Savoie n'avait que peu de points communs avec une para-wing classique telle qu'on les connaît aujourd'hui. Alors ok, c'était bien une barre verticale fixée sur les bridages, il n'y avait pas de système de bord déchoqué, pas oublié de s'accrocher au harnais, etc. Mais ce n'était pas non plus une simple peau pliable et redéployable comme les autres para-wings qu'on connaît dans le commerce. Là, on était sur des caissons fermés et la partie avec du tissu en fait, se rapproche plus finalement de ce qu'on connaît des kites de race que des para-wings habituels. Après, pour bien expliquer les choses, on a quand même pu voir au défi wing que même les bonnes para-wings simple peau savaient se montrer très rapides avec des pointes enregistrées au-dessus de 30 nœuds. Comme quoi, on n'est pas au bout de nos surprises, quand bien même on s'éloigne de la promesse initiale des para-wings au départ, c'est-à-dire foiler à la voile, puis plier pour surfer et libérer, et surtout redéployer ensuite. Donc on voit aujourd'hui qu'on peut naviguer en ligne droite et même être performant avec des para-wings à partir du moment où le rider a un niveau, et aussi que le foil est compétitif au niveau racing. Donc encore une fois, chapeau à Théo d'y avoir cru et d'avoir innové. Pour poursuivre au niveau des enseignements matos, cette année, force aussi de constater que les ailes à double profil étaient obligatoires pour performer. Sauf erreur de ma part, seule la Duotone Unit D-Lab a parfois réussi à faire des apparitions dans le top 10. En dehors de ça, les doubles profils intégraux type Ozone Fusion, voire Ozone Fusion V2 ou Fusion X, ou les autres protos de chez RRD ou Vaillou ont largement dominé les débats. On notera quand même de belles perfs de Julien Ratotti en Zaioli ou de Nicolas Panou en GA avec, entre guillemets, juste des wings avec des demi-double profils, c'est-à-dire des wings qui ont l'air d'être classiques avec un tissu qui est rajouté sur l'intrados pour combler le vide. En termes de foil, les lames de kite foil continuent de faire la loi avec des surfaces d'environ 500 cm² pour les meilleurs et des mâts autour de 1 mètre de long, donc qui faisaient un peu l'unanimité aux avant-postes. Pendant qu'on parle des leaders, on pouvait s'y attendre et la course a tenu ses promesses. Les deux anciens vainqueurs, Mathis Guillot et Axel Mazella, sont livrés à un vrai combat des chefs et ils prennent tous les deux les 2 premières places. Mathis a été impressionnant en restant très régulier et en dominant finalement le classement. Et je voudrais aussi souligner son état d'esprit remarquable. Il y a eu des faits de course, il y a eu une collision, etc. Et bon, jamais il a remis en cause l'esprit du défi et toujours resté positif. Et voilà, c'est ce qu'on veut voir aussi. Et c'est une preuve que c'est un grand champion et aussi un grand passionné. Donc encore bravo à lui. Pour autant, même s'il l'a remporté, sa domination n'a pas été totale, puisque sur 7 manches, on a quand même 5 vainqueurs de manches différents. Preuve que la bataille a été intense de bout en bout et que le Polonais Camille Magnoviecki, l'Italien Nicolas Panou, le jeune Baptiste Loire, mais aussi Julien Ratotti et Ale Tomassi ont donné du fil à retordre à Axel et Mathis et tous les autres concurrents. Globalement au niveau de la flotte, j'ai pu constater un niveau super élevé qui progresse énormément d'année en année, a fortiori depuis l'an dernier. Franchement cette année, rentrer dans le top 100, c'était vraiment hyper difficile. Quand on voit les filles finir aux alentours des 60, c'est vraiment un truc de fou. Mais Maddalena Spanou qui termine 25e sur 6e manche, alors ok, peut-être il y a un peu moins de vent, je sais pas quoi, mais c'est quand même juste monstrueux. Au final, c'est Vaina Pico, 63e au général, qui remporte le classement féminin devant Maddalena Spanou, 64e, et Marine Rioux, 80e. Donc chapeau bas à toutes ces filles, et aux 3 autres à terminer dans le top 100. Et d'ailleurs, vraiment gros respect à l'ensemble des participantes qui ont relevé le défi de ces 250 km de course. Comment ne pas finir sans parler spécifiquement des jeunes? C'est fou comme ils semblent s'emparer de ce sport. Malgré l'école à rater, ou peut-être grâce à l'école à rater, ils étaient près de 90 sur ce défi de Gruissant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont été vraiment impressionnants. À même pas 16 ans, Baptiste Loire remporte une manche au nez à la barbe des meilleurs mondiaux et termine 7e au général après avoir longtemps été sur le podium.
C'est clairement la révélation de ce défi 2025, donc bravo à lui. Je voulais dire aussi que Thomas Proust n'est pas vraiment en reste, puisqu'il rentre lui aussi dans le top 10 à 18 ans. Mais ils n'ont pas été les seuls. La palme du talent et de la jeunesse revient à Vaina Pico, qui donc remporte le classement féminin alors qu'elle n'a même pas 16 ans. Donc vraiment un énorme big up à tous ces jeunes. On savait que les jeunes s'étaient emparés du wingfoil, notamment côté freestyle, etc., en faisant des trucs de fou qu'on pourrait même pas imaginer. Mais bah voilà, le défi Wing, c'est aussi la preuve que les jeunes s'emparent aussi du côté racing et que la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc je trouve que c'est quelque chose de très excitant aussi pour ce jeune sport qu'est le wingfoil. N'hésite pas toi aussi maintenant à me partager ton feedback sur le défi Wing en commentaire, si tu as participé ou si tu es venu ou si tu as regardé le live ou même si tu as un avis, quoi qu'il en soit. Ça m'intéresse. Évidemment, si tu aimes ce genre de vidéo débrief ou que tu trouves ça nul, tu peux aussi me le dire ci-dessous en commentaire et éventuellement t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. En attendant, moi je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo et puis d'ici là, éclatez-vous bien sur l'eau. Bye bye.